Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Finance Innovation. Donc, comment réussir son plan de recrutement après une levée de fonds. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Finance Innovation encore, donc il faut savoir qu'on est un pôle de compétitivité fondé en 2007. On est le leader français de l'accompagnement sur les fintech, insurtech et acteurs du secteur financier. On compte un peu plus de 600 membres, composés à 2 tiers par des startups fintech et un tiers par des grands comptes, cabinets de conseil, investisseurs, etc. Donc on est aujourd'hui très heureux de faire ce webinaire sur la levée de fonds, donc dans le cadre de nos thématiques webinaires sur les levées de fonds. Et aujourd'hui, ça sera un focus sur le recrutement. Et donc pour ça, je laisse la parole à Arthur Calvet. Bonjour à tous, bienvenue. Nous travaillons pour le cabinet WLB Partners. Donc, je suis Arthur Calvet, je suis associate sur la partie fintech et startup plus globalement. Et je suis accompagné d'Alexandre, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre Falaise, je suis le fondateur du cabinet. Et effectivement, avec Arthur, aujourd'hui, on va vous présenter quelques retours d'expérience sur le recrutement dans le cadre de levée de fonds. Je te laisse partager l'écran, Alexandre. Ouais. Est-ce que tout le monde voit le partage? Ouais. Et est-ce que tout le monde a accès? Ok, super. C'est tout bon. Ça marche. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, ça va être de répondre à la problématique qui est comment réussir son plan après une levée de fonds. Donc voilà, Alexandre et Arthur. On va essayer de revenir en 4 grandes étapes sur ce sujet. Donc, dans un premier temps, on va parler plutôt de l'anticipation de la stratégie de recrutement. On va voir ensuite comment l'externaliser en partie, comment s'y prendre, de quelle manière. Et on reviendra sur 2 retours d'expérience client des clients des cabinets qu'on a accompagnés dans le cadre de recrutement suite à des levées de fonds. Et on finira par un moment d'échange avec des questions-réponses pour répondre à toutes vos interrogations à ce moment-là. S'il y a des moments que vous ne comprenez pas pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous interpeller directement via le chat. Ok, top. Peut-être juste avant de commencer, une question sur ceux qui sont connectés. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà dans une démarche de levée de fonds? Est-ce que certains d'entre vous ont levé des fonds récemment? Est-ce qu'il y a des cas particuliers ou pas? Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Sinon, je démarre la présentation. Alors, ok, très bien. Quels sont juste pour notre information, quel est le montant que vous visez sur ces levées de fonds en particulier? Juste pour qu'on ait un ordre d'idée. Donc Antoine, Didier, Gary, ok. Ok, parfait. Bon, ça marche. Ce qu'on vous propose là pour démarrer, on a pris un premier exemple. On prend des hypothèses. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on anticipe un peu cette stratégie de recrutement. Donc, on a essayé d'être assez pragmatique, vous donner un peu quelques clés pour vous permettre d'organiser tout ça. Donc, globalement, première étape, définir ses objectifs. Donc, en termes de volume de recrutement, de profil et de timing, ça paraît assez évident. Et on va vous donner quelques outils pour voir comment vous pouvez faire ça. Ensuite, les moyens, donc en termes d'organisation, de processus et d'outils, dans l'objectif effectivement d'être efficace dans cette étape-là. Donc, les outils qu'on va vous partager, l'idée c'est que ça soit assez facile d'accès pour vous, en fonction de la maturité de l'entreprise. Donc, si vous êtes déjà dans une équipe, on va dire qui fait moins de 10 personnes, je pense que les outils qu'on va vous présenter là, ils sont assez simples d'accès. Si vous êtes déjà dans des équipes qui font une cinquantaine de personnes et que vous cherchez à passer à 150 par exemple, les outils effectivement, vous les connaissez peut-être déjà en partie, mais après encore une fois, on sait les adapter à chaque maturité de l'entreprise. Donc si je démarre, premier niveau, ce qu'on vous propose, c'est un peu la technique de l'organigramme. Donc je pars d'une situation, on a pris une situation fictive, avec une première entreprise qui serait composée de 6 personnes, avec 2 cofondateurs et
3 collaborateurs. Donc ça commence bien, il en manque un. Donc c'est une organisation là de 5 personnes. Donc sur cette partie-là, on a pris comme hypothèse donc on a un cofondateur qui est plutôt sur la partie finance, RH, general management, on va dire de l'entreprise, une personne qui représente plutôt le produit et la tech, et puis ensuite avec un collaborateur, et ensuite 2 autres personnes sur la partie sales et marketing. On part de ce postulat-là, et cette équipe-là cherche à lever des fonds, dans l'objectif d'aller chercher une taille d'entreprise de 35 personnes. Donc si on se dit 35 personnes, on remonte les 2 cofondateurs plutôt sur la direction générale de l'entreprise, avec toujours des responsabilités qui peuvent être bien entendu distinguées. Néanmoins, on voit que l'entreprise commence à structurer. Donc là, on a pris le parti de mettre en avant quelques départements, donc le métier RH, le métier finance, le produit, la tech, le commerce et le marketing. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus l'entreprise va grandir, plus en fait les départements vont s'affiner au fur et à mesure qu'elle va grandir. Donc là, on se dit que c'est, je dirais, une cartographie des personnes dont on a besoin, en se disant que on a essayé en fait de mettre différents niveaux. Donc première ligne, les aides, deuxième ligne, les managers, et ensuite les collaborateurs. On voit que sur certains métiers, on veut tout de suite recruter un head of product, par exemple, head of tech ou head of marketing, en se disant que c'est les 3 axes importants pour développer l'entreprise. Encore une fois, ce n'est que des hypothèses. On peut prendre d'autres hypothèses. On peut être plus sur les sales, plus sur la tech. Ça, après, c'est à chacun de définir sa feuille de route. Mais en tout cas, on voit tout un tas de métiers où on n'a pas géré un organigramme complet. Si je prends par exemple la fonction RH, il n'y a pas de head of HR. Par contre, on a bien un manager avec 3 collaborateurs. On se dit que pour l'instant, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Ça, c'est une vue d'ensemble, ce qui nous permet déjà d'identifier les compétences, enfin, non pas les compétences, en tout cas les personnes dont on va avoir besoin. Et ensuite, la deuxième étape, c'est se dire quelles sont les compétences dont on a besoin pour chacun d'entre eux. Est-ce que déjà, sur cette première partie, les choses sont plutôt claires ? Et si c'est le cas, je continue à avancer sur la suite. Deuxième étape, l'idée c'est d'aller cartographier les compétences. Donc là, on a pris le parti de se dire qu'on va cartographier par exemple le métier RH. Sur le métier RH, on va systématiquement sur chaque fonction découper en 3 catégories de personnes, les collaborateurs, les managers, les head-off. Déjà dans un premier temps, on pourrait ensuite affiner en se disant collaborateur senior, manager, head-off, VP, C-level par exemple, dans des organisations beaucoup plus larges. Aujourd'hui, on prend une organisation assez simple pour que ça soit facile pour chacun. Ensuite, dans la fonction RH, on va essayer de découper avec un certain nombre de sous-métiers dont on peut parler dans la fonction RH. Donc, par exemple, le talent acquisition, qui sera plutôt sur du recrutement externe, le talent management, qui a plutôt vocation à être sur la gestion des talents, la gestion des carrières en interne, le training, qui est la formation, l'onboarding, donc l'intégration des collaborateurs, la marque employeur, et ensuite tout ce qui va concerner la gestion administrative et sociale des salariés. Et ensuite, de manière assez simple, comme on est sur une matrice, on vient compléter en se disant sur chaque ligne, qu'est-ce qu'on attend d'un collaborateur, d'un manager ou d'un head-off sur le métier, par exemple, talent acquisition. Donc là, on a pris un exemple assez simple. Sur un collaborateur, on attend à ce qu'il puisse faire du sourcing de candidats, recruter des jeunes diplômés. Sur un manager, qui puisse être en capacité à manager des collaborateurs et recruter des cadres. Et puis sur un head-off, management du département talent acquisition, et être en mesure de recruter des C-level pour l'entreprise. Donc, je ne vais pas descendre dans le détail de chacun des métiers. C'est plus pour vous donner encore une fois un cadre, un template un peu à utiliser. Donc, en se disant que, par exemple, on a besoin d'un premier profil et que ce premier profil soit un collaborateur sur le métier Talent Acquisition,
En fait, on a assez facilement une cartographie des compétences pour savoir ce dont on a besoin et on y ajoute la formation de départ et l'expérience qu'on attend sur ce profil-là. Idem si je faisais l'exercice sur le head-off. Donc, on prend un talent acquisition, on a déjà le niveau de responsabilité qu'on attend, quelle est la formation qu'on attend au départ et l'expérience attendue qui peut se matérialiser et ce qui permettra effectivement ensuite d'être un peu plus clair sur le profil qu'on recherche. Donc ça, c'était pour la cartographie. Ensuite, ce qui est important, et ça, c'est plutôt ce que peut attendre aussi des fonds d'investissement, c'est de se dire, OK, vous avez besoin de recruter cette trentaine de personnes, parfait. En revanche, moi, j'ai besoin de savoir combien ça coûte en termes de masse salariale et de savoir surtout quelle est la ventilation de ces recrutements. Donc là, on propose un autre exercice qui est un peu différent, qui se base plutôt sur les salaires et sur les volumes. Donc là, on reprend par exemple les 3 métiers qui nous intéressaient, donc HR, Sales et Tech. Et on va venir détailler sur chaque grade. Donc là, on est parti du stagiaire jusqu'au head-off. À la fois les salaires, en se disant, bah voilà, là on a pris un exemple assez simple, un stagiaire de 6 mois sur une base de 1000 euros ou de 1200 euros. Ça nous donne effectivement entre 6 et 8000 euros. Et on souhaite en recruter, imaginons cette année, 4. Sur le collaborateur, on se donne une grille entre 30 et 45 000 euros annuels. Et ça nous donne effectivement cette fourchette avec l'objectif de se dire, bah, par exemple, sur cette fonction et sur ce grade, je souhaite en recruter 2 cette année. Pareil pour le manager, entre 45 et 60. Les fourchettes qu'on donne sont plutôt, encore une fois, des fourchettes sur des salaires fixes qui se basent plutôt sur notre expérience et sur l'état du marché. Donc plus de net pour les managers et puis le head-off entre 60 et 80 000 euros, par exemple, et en se disant que par exemple cette année, bah, j'ai pas besoin d'en recruter. Ça nous permet de se dire, bah voilà, si je recrute toutes ces personnes-là, en moyenne, ma masse salariale brute annuelle, elle va être de 208 000 euros. On n'a pas du tout évoqué les charges patronales, mais globalement, vous rajoutez 50%, pour faire simple, à ce montant-là, et on se dit que ça nous amène à plus 8 net sur la fonction RH. Maintenant, il y a un point à prendre en considération qu'on n'a pas mis ici, qui est le turnover, en fait. Donc sur la fonction RH, ce qu'on se dit, c'est que si vous souhaitez recruter 8 personnes dans l'année, peut-être qu'il faut comptabiliser un turnover de 2 personnes, donc 2 sorties. Donc il va falloir en recruter non pas 8, mais plutôt 10. Et ça, c'est un point à prendre en considération parce que souvent, dans le plan de recrutement qu'on établit, et notamment dans le cadre d'une levée de fonds, on a tendance à oublier le turnover. Donc le turnover, il se situe sur le marché entre 15 et 20% en fonction des entreprises. Il peut être plus ou moins élevé en fonction du secteur, en fonction de la localisation, en fonction des métiers. Donc peut-être plus de turnover par exemple chez les sales et dans la tech, plus que sur les métiers RH par exemple. Néanmoins, c'est plutôt une moyenne que je vous donne, ce qui vous permettra effectivement de facilement poser les hypothèses. Une fois que vous avez ça, et donc ça vous pouvez le faire sur tous les métiers, l'idée c'est de passer à l'étape d'après qui est plutôt le planning, et de se dire à quel moment j'ai besoin de recruter ces personnes-là, à quel moment je les onboard, et donc de se donner un peu une vue d'ensemble pour ensuite être capable de passer à l'exécution, et c'est ce que vous présentera Arthur juste après. Donc, si je reste sur me focus de la fonction RH, en se disant que j'ai besoin d'un talent acquisition manager et d'un collaborateur et de stagiaires, par exemple, je vais les recruter sur Q1, en se disant que les stagiaires, de toute façon, démarrent leur stage plutôt en début d'année. Si je prends par exemple des stagiaires qui sont en césure, donc première partie de césure, je vais les recruter sur Q1. Et puis ensuite, je vais avancer sur ma fonction RH en me disant que mon second Talent Acquisition Manager, je souhaite qu'il arrive sur Q2. Je vais également recruter 2 Talent Acquisition en tant que collaborateur pour anticiper potentiellement aussi le turnover.
Et enfin, sur Q3, je vais compléter l'équipe avec un collaborateur sur le métier du recrutement. Et enfin, 2 stagiaires pour remplacer les 2 stagiaires qui ont terminé leur première partie de césure et prendre à nouveau 2 stagiaires qui vont partir sur une seconde partie de césure. Donc, ce qui nous donne plus 10 sur la fonction RH. Et vous voyez que naturellement, je n'ai pas fait de recrutement sur Q4. Tout simplement pour se dire qu'en fait, sur l'année, il faut pas oublier qu'il y a un ramp-up sur chaque intégration. Donc, notre préconisation, c'est de recruter plutôt sur les 3 premiers trimestres pour s'assurer qu'effectivement, globalement, l'ensemble des équipes est plutôt staffé pour l'année. Ensuite, anticiper et commencer à préparer en fait l'année d'après sur la période Q4 pour repartir en fait sur une session de recrutement dès Q1 de l'année d'après. Et ensuite, l'idée c'est de faire exactement la même chose sur l'ensemble des métiers. Donc là, sales, tech et autres métiers qui concernent ce planning de recrutement. Voilà déjà pour la première étape de préparation. Encore une fois, 4 outils assez simples dans l'idée, dans l'objectif de vous donner une vision globale et surtout de pouvoir la partager avec un fonds ou avec des investisseurs potentiels dans le cadre du plan de recrutement que vous avez prévu. Je vais laisser la parole à Arthur qui va continuer sur l'exécution. Ça marche. Merci. Donc oui, moi je vais revenir un peu plus sur le côté plus opérationnel et un peu moins la vision macro et stratégique qu'a pu vous donner Alexandre. Donc on va voir dans un premier temps les outils qui peuvent être utiles pour commencer ces démarches de recrutement. Donc on va voir 4 points. Le côté, ce qui va être la diffusion, notamment des offres. Donc voilà, il faut que les jobs ouverts soient clairs, attractifs, qu'on donne la rémunération aussi. Ça peut se faire via une page carrière qui est directement sur votre site et après via les différentes plateformes de diffusion comme Job Teaser, Welcome to the Jungle, ça peut être aussi LinkedIn en fonction des profils que vous souhaitez attirer. On va voir ensuite pour le sourcing. Donc le sourcing, on peut utiliser aussi LinkedIn, notamment LinkedIn Recruiter pour pouvoir contacter directement des personnes. GitHub qui va être plutôt là pour les profils tech, pour aller chercher des développeurs notamment sur certaines technologies, Malte, ou également développer la cooptation interne avec les premières personnes qui ont rejoint l'entreprise et le but de développer via de la cooptation interne. Développer aussi la notoriété, donc la plupart des jeunes entreprises ne sont pas connues, donc l'objectif ça va être de se faire connaître pour attirer des personnes. Donc on peut faire des interventions, notamment dans la presse, des vidéos, faire des interviews, participer à des événements, donc ça peut être par exemple avec Finance Innovation, des événements, des salons, ce genre de choses, même peut-être des salons pour les étudiants pour attirer des jeunes diplômés. Voilà, plein de petites choses qui peuvent permettre de se faire connaître auprès des talents qui rejoindront l'entreprise. Et ensuite, donc le pilotage, c'est comment réussir à, malgré peu de moyens au début, car voilà, c'est vraiment le début, comment piloter son recrutement. Donc voilà, on peut utiliser les outils de suivi qui peuvent être par exemple Trello ou Welcome to the Jungle qui donne un outil aussi dans le cadre de leur offre. Mais donc par exemple Trello, ça peut être permettre de trier les candidatures par poste, les faire avancer dans un processus avec qualification, avec rendez-vous 1, 2, 3 par exemple, et offre en cours, offre validée, voilà, permettre de suivre vraiment votre recrutement et faire avancer les différents candidats et les différentes candidatures dans ce process pour vous donner une visibilité dans le champ. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'avoir un processus de recrutement efficace qui va permettre l'objectif, c'est de le faire assez court, assez dynamique et qui va vous permettre vraiment d'avoir un taux de transformation de candidats important et pas perdre l'engagement du candidat au cours du process qui serait un peu long, et un peu fatigant parce que voilà, les candidats ont beaucoup de process en cours, sont souvent très sollicités et donc un processus de qualité va être important. Donc nous, ce qu'on recommande notamment pour les collaborateurs, ça va être un premier call avec quelqu'un des RH
où l'objectif, ça va être vraiment valider les soft skills, la culture, le fit, voir si ça peut marcher dans la culture de l'entreprise, et surtout séduire le candidat pour vraiment qu'il s'engage dans le processus et qu'il soit intéressé par l'entreprise, qu'il a envie d'aller plus loin. En ce qui concerne vraiment les validations des skills et des hard skills notamment, là, ce qu'on préconise, c'est une étude de cas ou en tout cas un business case, enfin voilà, comme vous le souhaitez, pour valider vraiment les compétences du candidat et s'il sera pertinent de continuer avec lui parce qu'il aura les soft skills validés par la RH et l'étude de cas qui permettra de valider ces hard skills. Suite à ça, ce qu'on recommande, c'est un entretien avec l'opérationnel, donc souvent le N+1, où l'objectif sera de revenir sur l'étude de cas, valider les différentes compétences, voir si ça fit entre le manager et la personne et le candidat. Et voilà, il va rejoindre son équipe, donc ça va être important qu'il y ait une bonne entente et qu'il y ait une vision ensemble. Et notamment, l'opérationnel va lui donner aussi sa vision à court, moyen, long terme pour que le candidat soit toujours engagé, intéressé et qu'il ait envie de rejoindre l'entreprise. Suite à ça, c'est envoyer une proposition et assurer le closing avec un suivi. Donc, ce qu'on préconise en termes de délai, c'est réussir à faire tout ce processus en 15 jours. Voilà, donc là, on vous a donné les premiers outils pour vraiment lancer son recrutement et réussir à avoir les billes pour avancer. Et une fois qu'il y a notamment une levée de fonds, il va y avoir un volume qui va être beaucoup plus important. Et donc là, l'objectif, ça va être de réussir à scaler et industrialiser tout ce recrutement. Donc, pour passer à l'échelle, donc on va, disons, mettre en place un peu une routine qui va être en 5 étapes. D'abord, l'étape du sourcing, où l'objectif va être d'augmenter le volume de candidatures entrantes et toujours avoir des candidatures de qualité. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure de Welcome to the Jungle, LinkedIn et toutes ces plateformes, pour diffuser des annonces, on va pouvoir le faire grâce à du multiposting et notamment préparer une seule annonce qui va pouvoir être diffusée sur toutes ces plateformes avec des cibles différentes en fonction des postes qui sont proposés. Ensuite, bloquer, ce qui va être important, c'est avoir une routine, donc que ça ne soit pas chaque fois au cas par cas. Donc, l'objectif, c'est de bloquer des créneaux d'entretien chaque semaine avec les différents managers, les différents RH, enfin toutes les personnes qui sont partie prenante, en tout cas, au processus de recrutement, pour pouvoir avoir vraiment cette routine et pas avoir de problématique de fixation de rendez-vous, etc. Donc, on pourrait se dire, par exemple, tous les lundis après-midi, c'est les rendez-vous candidats et essayer d'avoir cette routine qui se met en place pour qu'il y ait un flux continu de personnes qui entrent dans le processus de recrutement. Suite à ces entretiens, donc l'objectif, ça serait de les faire maximum sur une dizaine de jours avant d'arriver à une proposition. La proposition, donc l'objectif aussi, c'est d'avoir que ça soit simple, la digitaliser. Et ce qu'on va voir notamment une fois que la proposition est faite, c'est avoir des formalités administratives complètement digitales pour gagner du temps, éviter les allers-retours papier et que ça soit simple pour le candidat et pour l'entreprise. De votre côté, ça vous permettra de gagner énormément de temps et éviter d'avoir des soucis administratifs. Et du côté du candidat, ça sera moins agaçant, disons, et ça lui permettra de rester engagé dans le processus, dans le processus et de valider l'embauche et assurer le closing, disons. Et ce qu'on recommande aussi, c'est comme il y a un volume important, c'est de pas faire des onboarding, comme on dit, au cas par cas encore, et pourquoi pas faire des onboarding soit hebdomadaires, soit mensuels en fonction du volume, et de faire rentrer du coup les nouveaux candidats ensemble. Ça vous permet d'avoir des formations avec une seule personne qui va pouvoir former 3, 5, 10 personnes en fonction du nombre de candidats qui intègrent l'entreprise. Et aussi, ça leur permet de rentrer un peu en équipe et donc ça va faciliter l'onboarding, ils vont pouvoir échanger et ça sera plus simple pour eux de s'intégrer au sein de l'entreprise. Pour piloter tout ça et pour quand vraiment on passe à une échelle vraiment bien supérieure, nous ce qu'on recommande c'est vraiment de mettre en place un ATS. Donc l'ATS c'est le même principe qu'un CRM, mais pour la relation avec les candidats. Donc on vous parlait de Trello notamment pour le début tout à l'heure. Une fois qu'on passe vraiment sur des volumes importants, un Trello va plus suffire. Et donc l'ATS, ça va vous permettre de gérer ce multiposting, de bloquer les créneaux, d'avoir des comptes rendus d'entretien, etc., de suivre toutes les démarches administratives en ligne,
Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on recommande, la mise en place d'un ATS pour à partir du moment où le volume devient important. Ensuite, en ce qui concerne l'industrialisation, on va voir qu'il va falloir structurer tout de même la fonction RH. On va voir ça en 3 étapes où l'objectif, ça va être pour structurer sa fonction RH, c'est prendre 3 grands critères trois grands critères. Donc, ça va être la taille de l'entreprise, ça va être le volume de recrutement à venir et la répartition géographique des sites ou des filiales, etc. Ça va pas être la même problématique si votre entreprise est basée simplement à Paris ou si vous avez des bureaux à Londres, à Lyon, à Madrid et à New York, par exemple. Donc, ce qu'on recommande pour une entreprise qui fait une vingtaine de collaborateurs, c'est d'avoir un HR manager qui va prendre en charge tout ce qui va être administratif, recrutement, processus RH, onboarding. Voilà, le volume n'est pas encore important quand on est une vingtaine de collaborateurs et ça peut se gérer avec simplement un manager qui prend en charge toute la fonction. À partir du moment où on passe à une cinquantaine de collaborateurs, on commence à avoir des problématiques un peu plus complexes. Et donc là, ce qu'on recommande, c'est vraiment recruter un head of people qui va être en charge, lui, de structurer la fonction RH. Et il va pouvoir s'appuyer dans un premier temps sur un talent acquisition manager qui va, lui, s'occuper de cette industrialisation du recrutement que je viens de vous présenter et toujours s'appuyer sur ce HR manager qui va avoir la gestion centrale un peu plus administrative et vraiment appuyer le head of people et le talent acquisition manager sur toutes les démarches un peu plus back-office. Une fois qu'on passe à une centaine de collaborateurs, voire plus, notamment quand le volume de recrutement devient important et qu'on commence à être sur plusieurs sites, etc., là, on a toujours ce Head of People qui est garant de cette structuration de la fonction RH. On va peut-être avoir plus de talent acquisition manager dans le sens où on peut les avoir par spécialisation. On peut avoir un recruteur tech, un recruteur sales, par exemple. Ce qui va être important aussi, c'est peut-être d'intégrer un talent manager qui va être là, lui, pour gérer la fidélisation, la formation, la carrière, gérer, vraiment éviter qu'on ait du turnover, que toutes les personnes suivent vraiment une évolution dans l'entreprise et se sentent toujours concernées et engagées dans l'entreprise. Et le HR manager des HR managers qui pourront être des références sur les sites. Donc voilà, si on a un bureau à Lyon, si on a un bureau à Marseille, si on a un bureau à Madrid, avoir peut-être un HR manager qui donnera la visibilité au Head of People et qui gérera les problématiques sur les différents sites. Ok. Donc voilà, je vais redonner la main à Alexandre. Merci Arthur. Question, évidemment. Moi, avant de continuer, j'aimerais bien savoir parmi les gens qui sont avec nous, si déjà dans ce qu'on vous présente, quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, quand on vous parle d'ATS, ça vous parle ou pas du tout? Et enfin, est-ce que certains d'entre vous ont déjà commencé à externaliser leur recrutement ou est-ce que vous le faites encore finalement tout seul parce que vous avez besoin je dirais de comprendre les candidats, et puis vous avez peut-être pas encore le budget pour le faire. Donc Gary, tu nous dis que tu utilises Workable, c'est ça? Pas d'outils, pas d'externalisation. Ok, bon ben Frédéric doit nous laisser. Donc bonne journée Frédéric, à bientôt. C'est dommage parce qu'on passait effectivement à l'étape. Alors vous n'utilisez pas d'outils parce que vous savez pas encore lesquels choisir ou c'est parce que vous n'en avez pas encore besoin finalement et donc vous vous dites que c'est pas encore nécessaire. Frédéric, ok, ben pas de problème pour le replay, ça marche. Ok, c'est clair. Ok, bah écoutez, après, si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur les outils, on sera disponible pour vous en donner, bien entendu, pour vous aider un peu à structurer ces premières étapes. Parce que comme vous l'avez compris, au départ, on peut prendre des outils plutôt gratuits, assez simples, pour vous permettre de démarrer. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait les premières levées de fonds, vous pouvez commencer à structurer avec des outils un peu plus collaboratifs qui permettent à plusieurs personnes de travailler sur le même processus, de partager les informations et puis d'être efficace. Puisque encore une fois, il faut voir je
dirais, la partie talent comme vous gérez la partie commerciale. C'est-à-dire que la partie commerciale, vous posez peut-être pas trop de questions en disant il me faut un CRM, je dois partager les informations parce que si on attaque le même compte au même moment, c'est quand même pas terrible. Et puis surtout, si quelqu'un doit reprendre le compte plus tard, c'est quand même important qu'il ait toutes les informations. Bah là, c'est un peu la même chose vis-à-vis d'un candidat. Donc voilà globalement. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur la suite. Donc sur la stratégie d'externalisation. Alors, là, on est plutôt dans la logique de dire vous avez déjà levé des fonds et on vous demande d'accélérer. Donc, comment faire pour ça? Un peu comme tout à l'heure, l'idée, c'est d'identifier plusieurs éléments. Donc, les pain points en termes de recrutement, on peut le décomposer en trois segments, par niveau hiérarchique, par métier, par localisation. Et ensuite, on va se fixer des ambitions en termes de volume, de timing, de budget, de process. Donc, on va vous détailler ça avec, pareil, 2 outils qui vous permettront d'y voir un peu plus clair. Donc, sur la partie segmentation hiérarchique. Alors, on a repris un peu le même découpage en se disant que on va avoir collaborateur, manager et C-level. Si je prends la partie collaborateur, en se disant que ça sera 70% de vos recrutements, ça, c'est ce que vous devez absolument maîtriser en interne au travers de différents outils. Donc, que ça soit job board, plateforme, relations école ou événements, tout ça, vous devez être en mesure, effectivement, de savoir le driver et de l'avoir bien internalisé. Deuxième partie sont plutôt les managers. Donc là, il y a souvent des canaux un petit peu différents. Donc, soit les réseaux de vos managers actuels, parce qu'en fait, c'est eux qui savent le mieux parler de l'entreprise et qui vont donner envie à d'autres personnes de les rejoindre. Il y a la cooptation qu'il ne faut pas négliger, qui est un petit peu différent du réseau. Mais la cooptation, ça peut être effectivement des collaborateurs qui vont vous rejoindre et qui vont dire bah oui, effectivement, j'ai déjà travaillé avec des managers qui pourraient correspondre à ce qu'on cherche en ce moment. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de faire venir les gens. Et puis commencer, dans certains cas, à pourquoi pas utiliser des cabinets. Alors, on peut parler de cabinets de recrutement, voire de chasseurs de tête. On expliquera un peu la différence tout à l'heure. Mais globalement, on pourrait effectivement, sur cette fonction-là, commencer à déléguer en se disant, bah, parfois, je suis pas très à l'aise sur une fonction de manager, c'est nouveau pour moi, donc j'ai besoin de m'appuyer sur l'expertise d'un cabinet. Pardon. Et enfin, les C-level. Donc souvent, c'est plutôt le réseau des dirigeants. Souvent, les fonds d'investissement aiment bien aussi vous recommander un certain nombre de C-level avec lesquels, enfin, qui connaissent déjà, qui étaient peut-être dans des startups dans lesquelles ils ont investi, qui sont disponibles aujourd'hui, etc. Donc, ils peuvent vous pousser effectivement, vous recommander des gens. Et puis ensuite, c'est à ce moment-là que les cabinets de chasseurs de tête interviennent souvent pour aider en fait les dirigeants de l'entreprise à structurer ses fonctions clés pour son développement. Donc ça, c'est une première vue segmentation hiérarchique. La deuxième, c'est plutôt une segmentation peut-être un peu plus pragmatique par fonction et par géographie. Donc pour faire simple, je reprends les 3 métiers qu'on a vus tout à l'heure, HR, Sales et Tech. Et puis, en se disant qu'on a 3 bureaux, par exemple, Paris, Lyon et Londres, en termes de cible. Ce qu'on va se dire, bah, c'est que par exemple, moi en tant qu'entreprise, les profils RH à Paris, je sais les recruter à 100% en interne, j'ai pas besoin d'externaliser. Les sales, c'est pareil, je souhaite vraiment discuter, enfin adresser les sales, je sais le faire, donc ça je m'en occupe. Par contre, les techs, je suis moins à l'aise, je sais moins les évaluer, je sais pas où les trouver. Donc là, je peux faire appel. Là, on a pris un exemple au travers d'une plateforme et de partenaires spécialisés. On reviendra ensuite sur la définition de ces sujets-là. Sur Lyon, bah, j'ouvre une agence. On est parisien. Moi, je connais pas du tout Lyon. Bah, au départ, pour aller plus vite, je vais trouver un partenaire global. Alors global au sens capable de me faire l'ensemble des fonctions dont j'ai besoin à Lyon et à qui je vais déléguer ça pour démarrer. Et ensuite, dans l'objectif potentiellement de réinternaliser ensuite ce recrutement une fois que je maîtriserai le marché local en termes de salaire, en termes de façon de faire
parce qu'effectivement, je connais pas très bien et le marché est un peu différent du marché parisien. Et puis ensuite, si je vais à l'étranger, notamment par exemple à Londres, j'ai peut-être pas besoin tout de suite d'un HR manager à temps plein. J'ai peut-être besoin plutôt d'un HR manager qui soit là peut-être 3 jours par semaine, donc une sorte d'intérim entre guillemets. Pareil, je sais pas trop où les recruter, je connais pas trop les prix à Londres, donc là je vais plutôt me baser peut-être sur un partenaire local qui va m'aider à trouver les bonnes personnes. Et les sales, encore une fois, je maîtrise bien, je sais de quoi on parle, donc ça je garde chez moi la responsabilité de ce recrutement-là. Et l'équipe tech est pas concernée puisque je décide de ne pas les mettre, en tout cas de ne pas en recruter à Londres. Voilà une idée, encore une fois, une vue un peu différente de se dire comment j'ai à la fois une stratégie d'externalisation plutôt avec une vue métier croisée avec la géographie. Sur la suite, donc Arthur va nous présenter justement les différentes solutions et vous donnera quelques clés sur comment les différencier. En effet, donc sur les solutions du marché, donc on a fait d'abord 3 grandes catégories d'acteurs. On va avoir d'abord les plateformes qui sont des acteurs, disons un peu les plus récents sur le marché, qui vont être là pour vous accompagner ça va de cadre junior à confirmé. Et donc leur manière de fonctionner, c'est plutôt avoir un gros vivier de candidats qui les ont préqualifiés. Ils spécialisent soit par technologie, soit par fonction. Et ils ont des honoraires entre 15 et 20% de la rémunération du candidat annuel. Les exemples d'acteurs, ça peut être Talent.io ou Comet, par exemple. Ensuite, on a les cabinets de recrutement qui, eux, vont vous accompagner également sur plutôt des cadres juniors à confirmer. Certains vont jusqu'au cadre supérieur, mais globalement, on est plutôt sur ces profils-là qui fonctionnent avec une base de données importante qu'ils ont grâce à un réseau qu'ils ont développé et notamment la publication d'annonces où ils vont ensuite recevoir des candidatures et les trier, les filtrer et vous présenter les meilleurs. Ces cabinets de recrutement sont souvent organisés par fonction. Donc, c'est-à-dire que si vous travaillez avec un cabinet de recrutement, vous allez avoir le consultant spécialiste de la finance, le consultant spécialiste des sales, par exemple, et ils vont pas vous accompagner globalement avec un seul consultant. Leurs honoraires sont entre 15 et 22% globalement. Et on peut avoir des multispécialistes. Donc, ce que Alexandre évoquait tout à l'heure, notamment le cabinet qui sera capable de vous accompagner sur les différentes fonctions à Lyon. On peut avoir par exemple Michael Page ou Robert Walters. Et ensuite, on peut avoir des cabinets de recrutement spécialisés qui vont, eux, être vraiment sur des profils type Blue Coders, Up2, Urban Linker. Donc Up2, c'est pour les commerciaux, Blue Coders pour l'IT, par exemple. Et ensuite, on a les cabinets de chasseurs de tête, eux qui vont se positionner sur les cadres supérieurs et des C-level, où l'approche est un petit peu différente avec beaucoup plus de conseils et ils vont aller chercher des candidats qui sont en poste, qui vont aller faire de l'approche directe, de la chasse. Et là, on va plutôt fonctionner par secteur dans les cabinets de chasse de tête. Ça veut dire que vous allez avoir un interlocuteur qui va vous accompagner globalement et sur la stratégie globale de l'entreprise et sur les recrutements clés. Les honoraires sont entre 25 et 30% de la rémunération du candidat en moyenne. Et donc voilà, on peut avoir les grands noms de la chasse de tête comme Korn Ferry, Egon Zehnder, Heydrich, qui eux ont l'habitude d'accompagner plutôt quand même des grands groupes internationaux à l'international. Et ensuite, on a des indépendants qui peuvent être par exemple Progress, Jouve, WLB Partners, qui vont être un peu plus sur un tissu un peu plus local notamment et avec peut-être des entreprises à taille plus modeste. Voilà. Et ensuite, il y a deux solutions alternatives qui émergent depuis quelques temps. On a notamment les recruteurs freelance. Donc, l'avantage de ces recruteurs, c'est que c'est souvent des anciennes personnes, des anciens salariés de cabinet ou des personnes qui travaillent en interne sur des postes de talent acquisition manager. Donc, ils vont avoir une spécialisation vraiment sur un métier particulier. L'avantage aussi, c'est qu'ils vont utiliser leurs propres outils, donc pas besoin de leur fournir des outils. Ils vont avoir leur ATS peut-être, enfin non, pas non plus un ATS, mais disons des outils qui vont leur permettre de chasser, de publier des annonces, ce genre de choses. Et l'avantage aussi, c'est vont être
plus flexible qu'un gros cabinet, plus de disponibilité, plus de coûts. Par contre, ça va plutôt être utile sur des demandes ponctuelles et moins sur du volume. Et la deuxième, disons, alternative qui se développe, c'est le RPO, donc qui était auparavant plutôt utilisé par les grands groupes. Donc le RPO, c'est de la mise à disposition de recruteurs directement dans votre entreprise. Les startups en font de plus en plus appel en ce moment. Donc voilà, soit les grands groupes, souvent c'était des équipes entières qui les rejoignaient. Aujourd'hui, les startups font souvent appel à une ou deux personnes qui vont être vraiment en full time au sein de votre entreprise et qui vont vous accompagner sur une période donnée sur des recrutements. Donc ça peut être pour faire face notamment à un pic de recrutement. J'ai besoin de recruter 10 sales sur les 3 à 6 prochains mois. Donc je vais faire appel à un recruteur en RPO. Donc ça, c'est vraiment l'avantage parce qu'il va être au sein de votre équipe, il va rejoindre votre équipe. En revanche, il utilise plutôt les outils d'entreprise. Donc voilà, si vous c'est pas quelqu'un qui va vous apporter des outils, il va par contre il peut vous apporter un petit peu d'expérience dans les différentes startups qu'il a rejoint auparavant. Et par rapport à un recruteur freelance, souvent les recruteurs en RPO sont plutôt des juniors. Donc voilà la différence qu'on peut avoir avec ces alternatives qui peuvent être très utiles en fonction du contexte, de la maturité que vous pouvez avoir. Ok, merci Arthur pour ce détail sur les solutions. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur 2 retours d'expérience clients qu'on a accompagnés. Donc la première, c'est une startup tech B2B qui a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros. Donc on a essayé de retranscrire un peu l'évolution de l'entreprise en termes de recrutement. Donc, comment on lit ce graphique de manière assez simple. En fait, c'est l'évolution de, je dirais, l'externalisation versus l'internalisation du recrutement. Donc, au démarrage, cette entreprise, en fait, démarre avec des recruteurs freelance et elle externalise à peu près 30% de ses recrutements. Elle se rend vite assez compte que elle doit multiplier le nombre d'interlocuteurs pour augmenter son recrutement. Et donc, elle se dit, en fait, il me faut un acteur unique et je veux un interlocuteur unique qui va finalement dispatcher les besoins au sein de son équipe et qui va être capable de nous accompagner plus globalement parce que j'ai trop d'interlocuteurs en face de moi. Donc, à ce moment-là, ils recherchent différents cabinets, ils font appel à nous et effectivement, très rapidement, ils se rendent compte que ça coûte un peu plus cher, que c'est pas si simple que ça la relation avec un cabinet. Donc, on a plusieurs succès et très rapidement, ils se disent bon, la solution, c'est quand même plutôt que on maîtrise nous-mêmes le processus de recrutement. Donc, ils décident et on les accompagne pour recruter un Head of Talent Acquisition. Et cette personne, très rapidement, prend la main pour construire son équipe et internaliser, je dirais de manière optimale ou même maximale, le recrutement et de ne plus faire appel à la sous-traitance ou en tout cas à la prestation externe. Et ça, la personne le fait quasiment dans les 6 mois de sa prise de poste, avec une équipe constituée de 3 à 4 recruteurs, dans l'objectif effectivement de maîtriser le processus de bout en bout. Et donc, le résultat, c'est que l'entreprise aujourd'hui n'externalise quasiment plus de recrutement. Néanmoins, dans la période où ils ont travaillé avec nous, on a pu recruter quelques personnes clés, que ce soit sur la partie Customer Success, que ce soit sur la partie finance ou la partie recrutement avec le Head of Talent Acquisition. Ce que nous, on constate dans ce genre de cas, c'est que souvent, il y a quand même une difficulté à déléguer, soit parce qu'on ne maîtrise pas tout à fait le processus, soit parce que on n'a pas encore fait, donc on a du mal à driver, on a du mal à piloter un externe pour lui expliquer ce qu'on attend, comment on l'attend, etc. Donc souvent, on a tendance
à faire beaucoup d'allers-retours, à rapidement se dire bon en fait ça fonctionne pas, et tout de suite à mettre en avant le prix. Donc on se dit que l'objectif c'est très rapidement d'internaliser la fonction et d'acquérir la compétence. L'effet de cette courbe-là, c'est de se dire qu'en fait, il y a beaucoup de recrutement par mimétisme qui arrive par la suite, et ce qui génère finalement pas mal de turnover, puisque ce qu'on a constaté, c'est que les personnes restaient globalement entre 1 an et demi sur les postes et avaient tendance plutôt à rapidement quitter l'entreprise. Donc on peut se dire que le constat sur ce scénario, ou en tout cas sur cette façon de faire, c'est que certes, le coût d'acquisition est très faible puisqu'il a été internalisé. En tout cas, il est beaucoup plus faible que si ils utilisaient aujourd'hui un cabinet ou des freelances. En revanche, la contrepartie de ça, c'est que le turnover, il est assez élevé. Et donc, au final, on se rend compte que même si le coût d'acquisition facialement est plus faible, au final, le coût de recrutement est quand même très élevé parce qu'il va falloir systématiquement remplacer les personnes qui sont parties, et ça sur une période assez courte. Pour vous donner quelques chiffres, si on se dit qu'un coût d'acquisition, quand on le fait en interne, il se situe entre 5 et 10 000 euros en fonction de la complexité du process, des outils, de la longueur du processus, etc., etc. Un turnover, enfin quand une personne, on fait un mauvais recrutement et que la personne part dans la première année, ça coûte quasiment en termes de coût, c'est le coût du salaire quasiment du candidat qu'on a recruté. C'est ça que ça nous coûte, parce qu'en fait, il y a des effets collatéraux, c'est-à-dire qu'il peut avoir des collaborateurs de l'équipe qui vont partir, il peut avoir des gens qui sur le marché ont l'information et de se dire bah en fait j'ai l'impression que ça marche pas, etc. Donc ça va très rapidement complexifier le recrutement sur le remplacement. Et c'est pour ça qu'en général, on essaye dans ces périodes-là de sortir de ce cycle qui est forcément pas évident, parce que quand le turnover est élevé, c'est pas toujours un bon signe pour l'entreprise, bien qu'elle grandisse, parce qu'elle arrive quand même toujours à avoir un recrutement net supérieur à ses sorties. Donc ça, c'est un premier exemple. Avec une courbe, comme vous l'avez compris, où on externalise, on essaye de changer de type de partenaire, et puis au final, la stratégie, c'est quand même d'internaliser au maximum. Deuxième type de cas, c'est une autre entreprise qu'on a accompagnée, donc startup également, cette fois-ci plutôt tech B2C, donc, et là, on est sur une levée de 75 millions d'euros. Dans ce cas-là, on voit que la stratégie, elle est totalement différente. Eux sont partis dans l'idée de se dire, en fait, moi, je suis pas un spécialiste du recrutement, je sais pas faire, je suis plutôt un spécialiste de la tech, du produit, ça je sais faire, c'est mon métier, donc je vais me concentrer 100% sur mon métier et je vais trouver un partenaire. Eux ont choisi plutôt de partir tout de suite avec un cabinet, donc ils ont rencontré différents cabinets et à l'époque ils nous choisissent en disant bah voilà, je vais vous confier tous mes postes, enfin tous ou en tout cas 90% des postes au démarrage, parce que j'ai besoin de m'appuyer sur un cabinet qui comprend très rapidement ce qu'on veut, comment on le veut. Et donc, on travaille avec eux et très rapidement, un peu dans la même idée que l'autre entreprise, elle se dit, à un moment donné, j'ai quand même besoin d'acquérir cette compétence. Donc, on leur recrute également un Talent Acquisition Manager, enfin un aide plutôt. Et donc, cette personne a pour objectif à ce moment-là de structurer la fonction et de faire un peu le travail qu'on vous a présenté au début, c'est-à-dire de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on sait pas faire. Et donc, dans l'idée, dans ce qu'il a décidé d'internaliser, c'est d'internaliser tout le volume, c'est-à-dire tous les postes de collaborateurs jusqu'à des grades, on va dire, de manager. Donc, c'est-à-dire aller entre 70 et 80% du volume de recrutement. Et de se dire, ça, il faut qu'on utilise les bons outils, qu'on mette en place la bonne routine chez nous, la bonne communication aussi externe pour recruter ces personnes-là. Et en revanche, je souhaite continuer à m'appuyer sur un cabinet, donc en l'occurrence, on continue à les accompagner pour déléguer entre 20 et 30% de mes recrutements qui sont plutôt des postes clés. Donc, qu'est-ce qu'on appelle postes clés? Ça peut être soit des head-off ou des C-level.
Ça, c'est plutôt dans une logique, comme on l'a dit tout à l'heure, par niveau hiérarchique. Soit ça peut être en fait des métiers qu'on connaît moins bien, sur lesquels on est moins à l'aise, ou des régions qu'on souhaite ouvrir et pour lesquelles, pareil, on connaît moins la région, on connaît moins les salaires qui se pratiquent, donc on a besoin de se baser sur l'expertise d'un cabinet. Et donc, dans ce genre de cas, ce qu'on constate, on a une attente, enfin l'entreprise a une attente très forte en termes d'expertise et d'accompagnement, donc besoin d'être conseillé tout au long de son évolution sur le recrutement. Ils nous ont fait vraiment confiance, c'est-à-dire beaucoup de délégations en disant bah voilà, je vous fais confiance, et puis après là forcément on a appris à se connaître et donc la confiance elle s'est créée au fur et à mesure. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'on a moins cet effet mimétisme, puisque comme nous on est externe, bah, on apporte aussi, je dirais, un réseau complémentaire à celui de l'entreprise. Donc on a des recrutements qui sont un peu plus diversifiés. Et en comparaison à l'autre scénario, effectivement, le coût d'acquisition, bah, il est peut-être plus élevé. En revanche, le turnover, il est plus faible. Donc quand on regarde au final le coût de recrutement, il est quasiment similaire et avec un turnover qui est plus faible. Donc voilà les deux types de scénarios, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché. Encore une fois, il n'y a pas forcément un bon scénario. Je pense que c'est plutôt lié à l'historique ou en tout cas à l'expérience des dirigeants et après au fit qu'ils vont avoir avec le partenaire qu'ils auront choisi. Je pense que ça, c'est le point le plus important parce qu'il faut que, effectivement, c'est une histoire d'abord de personnes. Si ça fonctionne, il n'y a pas de raison que les recrutements se passent bien. Voilà, globalement, sur ces deux retours d'expérience qu'on vous a partagés. Et donc, en conclusion, je dirais qu'il y a plusieurs points. L'idée, c'est dans le cadre je dirais, de l'évolution de votre entreprise, il va falloir faire évoluer la fonction RH au fur et à mesure. Donc, vous avez bien compris qu'au départ, la personne, enfin, il y a une HR manager qui fait quasiment tout. Et puis, plus l'entreprise va monter, plus on va segmenter cette fonction pour être de plus en plus performant dans le recrutement, dans la gestion des collaborateurs et, je dirais, dans la communication externe avec les collaborateurs. Ensuite, l'idée, c'est de fidéliser les bons partenaires en fonction de vos besoins. Donc, effectivement, dès que vous avez des partenaires avec qui vous travaillez bien, ça peut très vite, ils peuvent être happés par d'autres clients. Donc, l'idée, c'est effectivement de les fidéliser, de bien travailler avec eux et d'avoir une bonne relation avec ces partenaires. Enfin, on se dit que c'est un bon équilibre. L'idéal, c'est d'avoir à peu près 50% de vos recrutements qui sont réalisés en interne par vos équipes de recrutement, à peu près 20% par de la cooptation et de la validation de stages de fin d'études, et globalement de garder à peu près 30% de recrutement externalisé en mixant les partenaires. Donc, c'est-à-dire d'avoir aussi bien des plateformes qui peuvent vous permettre d'avoir un peu de volume que des cabinets sur des postes stratégiques pour votre développement. Voilà, globalement, la présentation est désormais finie et place aux questions-réponses. Si vous avez quelques questions, on vous invite effectivement à nous les poser pour qu'on puisse revenir ensemble sur certains points en particulier. Je vous laisse nous en dire un peu plus. Merci beaucoup Alexandre, Arthur. Bon, du coup, le temps que les quelques questions arrivent dans le chat, si on avait une idée à retenir de ce webinar, si demain on clôturait sa levée de fonds, une idée rapidement à retenir de tout ça, ce serait quoi? Une idée à retenir. Sacré travail de synthèse après une heure de présentation. Je dirais que en fait, le recrutement a vraiment évolué ces dernières années. Il est très similaire à la fonction commerciale aujourd'hui. Donc il faut se dire que c'est un travail sur le long terme et il faut être capable de créer un réseau de candidats et de savoir l'animer au même titre qu'on crée un réseau de clients et qu'on l'anime continuellement. Donc je dirais que si on doit retenir quelque chose, c'est de bien s'entourer,
et d'essayer d'avoir cette approche hybride entre recrutement interne et externe. D'accord. Bon, bah très bien. Merci. Vous n'avez pas de questions parmi les gens qui ont assisté à la présentation, il n'y a pas de questions particulières. Donc, ça semble avoir été assez clair. Ah si, ça arrive. Maël, alors sur les ATS, après ça va dépendre un peu plus de tes besoins. Alors il y a différents types d'ATS, mais si tu veux, on pourra t'envoyer une liste d'ATS qu'on connaît bien. Ça dépend vraiment de tes besoins, sur quoi tu voudrais faire du multiposting. C'est un peu technique, mais il n'y a aucun problème pour t'envoyer quelques noms sur des ATS. Si c'est du recrutement seul, bah, il y a des plugins qui font très bien le job. Si c'est pour un travail collaboratif avec une équipe, bah, il faut des ATS un peu plus costauds. Donc ça, on pourra te les communiquer. D'autres questions? Peut-être sur les outils ou sur vos discussions avec des investisseurs, si vous êtes challengé sur le volet recrutement. S'il n'y a pas de questions, bah dans ce cas-là, j'espère qu'on a été assez clair pour tout le monde. Il semblerait. Du coup, pour toutes les personnes qui nous ont peut-être rejoints en cours de webinar, le replay sera disponible sur cette page-ci dès la fin du webinar et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation, où vous retrouvez l'intégralité de nos événements. Voilà. Et en ce qui concerne la présentation, je pense qu'on pourra la partager si besoin. N'hésitez pas à nous Ouais, contacter et on alors si pourra la vous partager. souhaitez la diffuser, moi je peux l'envoyer à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, ouais, si ça vous va. Ouais, très bien. Ça marche. Ça Parfait. marche, ça marche. Donc voilà. On la mettra aussi Et, disponible sur notre site. Si certains d'entre vous en ont besoin, n'hésitez pas. Parfait. Bon, merci à tous. Ah, il y a une petite question de Gary. Ah. Qu'on peut... Ah. Oui, Gary, bien sûr. Notamment à Galeb aussi qui en effet sur les profils qui sont disons pénuriques, il y a quelques entreprises qui sont vraiment qui le font sur des profils complètement remote. On a accompagné une entreprise l'année dernière, une start-up qui était en train de construire son équipe tech et qui du coup avait des difficultés à attirer les profils sur les sites sur lesquels ils étaient présents. Donc en effet, ils avaient des développeurs et toute leur équipe tech qui était disposée souvent en remote. Ça pouvait être, ils avaient une partie de l'équipe à Toulouse, à Nantes, à Lyon et à Paris. Mais globalement, oui, Galeb, de plus en plus, le télétravail permet effectivement on va dire, d'élargir la zone de recrutement. Mais effectivement, c'est un axe qu'on retrouve beaucoup dans les profils tech, un peu moins sur d'autres fonctions. Gary, existe-t-il un moyen de donner des actions à un candidat après avoir levé? En fait, si le sujet c'est effectivement action versus BSPCE, je vais pas rentrer à 100 qu'il les achète. Dans ce cas-là, c'est plutôt le volet BSPCE parce qu'effectivement sur les actions, il y a toujours un sujet sur les actions gratuites. Normalement, elles s'acquièrent plus qu'elles se cèdent puisqu'elles ont une valeur. Donc normalement, elles doivent être fiscalisées. Mais effectivement, les BSPCE fonctionnent bien dans ce genre de cas. Et là, je t'invite peut-être à te rapprocher d'un avocat spécialisé qui, en général, pourra t'aider dans la structuration de cette étape-là pour pouvoir effectivement attribuer des BSPCE après levée de fonds. Maël, quand tu dis en TT, c'est en travail temporaire? Télétravail, je pense plutôt. Ah, en télétravail, pardon. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une adaptation forcément
C'est-à-dire que dans ton processus, déjà, tu vas faire ton processus tout en ligne. C'est le premier point. Donc ça va être un peu plus difficile de peut-être d'évaluer la personne parce que tu l'auras pas en face de toi. Les tests peuvent être une bonne façon de voir comment la personne travaille. Donc à toi d'imaginer le bon test qui correspond à ce que tu veux évaluer. Et enfin, une prise de référence me semble important. Sache que toutes les prises de référence que tu feras doivent être avec l'accord du candidat. Et si tu as son accord et c'est lui qui va te donner le contact, dis-toi que la prise de référence va être bonne. Donc, si tu ne la contextualises pas, c'est-à-dire que si tu n'as pas identifié des points en particulier que tu souhaites, auxquels tu souhaites avoir une réponse, exemple, je sais pas moi, son niveau d'engagement, sa résilience, sa force de travail par exemple. Si tu vas pas chercher ces points-là auprès du référent, auprès de qui tu fais la prise de référence, malheureusement la prise de référence sera bonne. Et donc tu vas passer à côté de l'évaluation que tu cherches à faire. Donc en résumé, pour un recrutement en télétravail, je t'invite systématiquement à faire une prise de référence avec l'accord du candidat et à soulever les 2-3 points importants pour toi. Ça marche. Merci Gary. À bientôt. Bon voilà, Arthur vous a laissé ses coordonnées si vous souhaitez le contacter. Je suis disponible également, bien sûr. Si vous avez besoin qu'on en discute, on vous a fait juste un dernier petite chose. Donc là, vous avez les coordonnées effectivement ligne d'Arthur et vous avez nos mails respectifs. Ce qu'on propose également, c'est si certains d'entre vous ont besoin d'évaluer un peu plus. Alors soit on a parlé d'outils, on a parlé de process, on a parlé de coûts d'acquisition de talent. N'hésitez pas à nous solliciter, on sera ravis de discuter avec vous et de rentrer un peu plus en détail sur vos différents métiers, vos organisations pour vous donner quelques axes de réflexion supplémentaires, voire vous accompagner si vous avez besoin d'être accompagné. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Arthur et merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce webinaire du coup. Et à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.